Le jour où personne ne reviendra vivant d'une guerre, c'est qu'elle aura été bien faite, disait Boris Vian. Et la guerre en Ukraine, aujourd'hui, prend une dimension grave. Une escalade qui malheureusement risque d'aboutir à des mêmes conséquences, comme beaucoup avaient déjà prédit et ce qui est en train de se dessiner. Les dernières déclarations de Vladimir Poutine ne laissent point de lueur d'espoir. Et d'ailleurs, lui-même a dit qu'il ne s'agit pas d'un bluff. Pourrions-nous donc continuer à rigoler de ce qui est en train de se passer, d'autant plus que nos grands-parents ont vécu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale et que c'était avec encore des armes qui n'avaient pas une portée aussi dangereuse que celle de maintenant. La déclaration de Vladimir Poutine annonçant non seulement le renfort des troupes avec le recrutement de 300 000 réservistes a créé la panique dans le monde. Que ce soit en Russie, où d'ailleurs beaucoup ont voulu prendre la poudre d'escampette en allant chercher des vols à des prix incroyables pour essayer d'aller se réfugier où? En Europe. L'Europe qui curieusement sera la cible ou l'une des cibles de Vladimir Poutine. Certains Africains également, voulant rigoler, ont dit au moins ne sont pas concernés et qui pourraient désormais accueillir les réfugiés comme si une guerre mondiale pouvait se faire hors de l'Afrique. L'Afrique qui se retrouve toujours comme un gibier dans les conflits ou alors juste un grenier d'approvisionnement pour les belligérants. Vladimir Poutine, en annonçant cela d'un ton grave, était encore en train de donner une alerte maximale. Surtout, il était en train de sonner ce qu'on peut dire le requiem, à savoir brandir la menace de l'arme nucléaire. Et au niveau des commentateurs, des stratèges, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, certains ont trouvé encore que c'était un brin de folie et que c'était une façon d'agiter l'épouvantail parce qu'ils ne pouvaient pas aller à cette menace. Or, cela également oublie que de la même façon qu'il avait annoncé qu'il était capable d'aller envahir l'Ukraine, ceux qui savent prophétiser et qui voyaient qu'il était un bluffeur nous avaient raconté qu'il ne pourra pas franchir cette ligne rouge parce qu'il allait voir rouge. Aujourd'hui, la guerre est là, avec ses multiples implications, avec des alliés qui soutiennent en sous-main et avec des tensions qui deviennent plus que jamais ardentes, lancinantes et surtout incandescentes. Où sommes-nous en train d'aller? Pouvons-nous encore croire qu'il n'y aura rien ou que Vladimir Poutine n'est qu'un rigolo? Ce serait mal connaître la personne. Et aussi, serons-nous en sécurité dans une certaine partie du monde? Là encore, on peut répondre par la négative. Cette escalade suit un ordre normal qui va de façon progressive, puisqu'on se souvient que
le 27 février dernier, le président russe avait déjà demandé pratiquement la mise en veilleuse ou alors la mise en alerte du dispositif nucléaire par rapport à cette guerre. Et au-delà de ça, avant même qu'on ne puisse y arriver, on se rappelle qu'en en juin 2020, le même Vladimir Poutine avait déjà signé un décret 325 où pratiquement il énumérait les cas où la Russie pourrait utiliser la guerre nucléaire. Sur ces 4 cas, il parlait, et donc, si la Russie est attaquée par des missiles, ou alors si la Russie subit une attaque nucléaire, et le troisième point, c'était si la Russie, sur ses points stratégiques et militaires, était attaquée. Et le quatrième point, c'est si la sécurité, la souveraineté du pays était menacée. Après avoir énuméré cela, on se rend donc compte que pratiquement toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que Vladimir Poutine utilise la petite mallette qui est à sa disposition, à la disposition aussi du ministre de la Défense et aussi à la disposition du chef d'état-major des armées, ce qui voudrait dire que aujourd'hui, tout peut arriver à tout moment, dans la mesure où, de l'autre côté, on voit les États-Unis qui soutiennent beaucoup l'Ukraine, envoient des armes, tout comme la France, et pas seulement. Bref, l'OTAN. Dans son discours, Vladimir Poutine montre donc à son peuple la menace en sous-main de l'OTAN qui est en train de faire la guerre contre la Russie. Va-t-il se laisser faire? Ce serait difficile de pouvoir le concevoir parce que plusieurs alertes ont été données d'abord par l'une de ses proches qui dirige d'ailleurs une télévision très proche du régime, Russia One, en la personne de Margarita Simonian, qui avait déclaré, je cite, « Où la Russie perd la guerre en Ukraine, où il y a la Troisième Guerre mondiale, et ce qu'il y a de plus réaliste, ce sera la Troisième Guerre mondiale. » Cette chaîne de télé, ou ces médias russes, ne passent pas en Europe, de telle sorte que ces informations ne sont pas relayées en Europe, aux États-Unis, parce qu'on voit les yeux du peuple en leur arguant que Vladimir Poutine n'est qu'un comique, n'est qu'un homme atteint de paranoïa, n'est qu'un fou furieux qui ne sait pas ce qu'il fait et qui ne pourra rien faire, ou alors que son peuple se dressera contre lui et il va l'abandonner. Or, il se trouve aujourd'hui qu'à peine parler de la mobilisation des 300 000 réservistes, la Russie les a déjà presque tous, ils seront formés, d'autres sont déjà formés, et ils vont rejoindre le front. Et à partir de là, on commence donc à voir justement la force des présences, ce qui va se passer justement dans cette guerre qui malheureusement est presque déjà en téléchargement à 90%. 90% parce que Vladimir Poutine ne peut pas accepter perdre cette guerre, perdre le visage face à l'Ukraine, parce que ce sera la fin de la Russie et surtout ce sera la fin de sa vie politique. Deuxième des choses, c'est parce que Vladimir Poutine a des armes, comme lui-même il le dit,
et il ne fait que le répéter, que la Russie a des instruments capables de pouvoir détruire tous ses ennemis ou des alliés et qu'il n'hésitera pas à les utiliser. Il l'a dit une fois, il l'a dit 2 fois, il l'a dit 3 fois, il l'a déjà dit 5 fois. Ce qui veut donc dire que ce ne sont pas les paroles qui peuvent être dans le vide, puisqu'effectivement ces armes sont réelles et non fictives, et que ces armes sont de destruction massive, et qu'elles ne pourraient donc pas se limiter tout simplement en Russie ou tout simplement en Europe, mais pourront aller beaucoup plus loin. Les armes nucléaires dont parle justement Vladimir Poutine sont effectivement une force de frappe de la Russie, qui est d'ailleurs la première puissance nucléaire en ce moment. Puisque selon les spécialistes, la Russie seule détient au moins 6000 ogives nucléaires. Ce qui veut dire qu'elle est au-dessus des États-Unis, qui arrivent avec 5600. Et lorsqu'on fait le total de toutes sortes d'effectifs et surtout d'ogives nucléaires au niveau de l'OTAN, eh bien, on se rend compte que la Russie seule dépasse les armes de l'OTAN, de toutes les puissances de l'OTAN. Puisque lorsqu'on prend les États-Unis, on prend la France, on prend le Royaume-Uni, eh bien, on va se retrouver avec, bien sûr, une force de frappe de à peine 5648 ogives, inférieure au nombre de Vladimir Poutine. Il faudrait rappeler justement aussi que certaines puissances nucléaires sont aussi derrière la Russie. Parce que lorsqu'on essaie de regarder la carte du monde par rapport à ces armes, on se rend quand même compte que la France dispose seulement de 290 ogives nucléaires. On se rend compte que le Royaume-Uni a à peine 160. L'Allemagne n'en a pas. Mais de l'autre côté, les puissances qui sont aussi proches de la Russie, comme la Chine, en disposent, sans pour autant oublier le Pakistan et même une autre puissance, même si elle n'en dispose pas assez, peut au moins se targuer d'avoir 20 têtes nucléaires, à savoir la Corée du Nord. Voilà donc au moins les forces en présence qu'on peut déjà avoir. La Russie est donc dangereuse, capable de détruire n'importe quel pays. La preuve, c'est que le 20 avril 2022, la Russie, justement, a fait un essai qui a donné froid au dos avec Sarmat, ce missile qu'on a baptisé Satan II. Ce missile, lui seul, il est capable de porter, non seulement, il vaut 200, comment est-ce qu'on peut dire, il peut porter au moins, il vaut 200 tonnes, mais surtout, il a une hauteur de 35 mètres. Une hauteur de 35 mètres. Le dernier essai qui a été effectué montrait déjà qu'il avait atteint sa cible à 6000 km. Et dans sa façon, ou alors dans ce qu'on peut dire, ses capacités, eh bien, cette arme nucléaire est capable de frapper à 18 000 km à une vitesse éclair. Bien plus, cette arme, Satan II, réussit à dévier toutes sortes de barrières, toutes sortes de protections aériennes,
réussit même à prendre des raccourcis et peut détruire la France en une fraction de seconde. Et d'ailleurs, quand on parle des pays, il faut savoir que la Russie est le plus grand pays du monde avec une superficie de 117 150 000 km de superficie. C'est le plus grand pays du monde. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de regarder un peu derrière, la France n'est même pas parmi les 20 premières. D'ailleurs, la Russie, c'est une superficie de 26 fois la France. Certes, elle n'a pas une grande population parce que sa population ne vaut que 3 fois celle de la France, mais au niveau de l'armement, c'est une grande nation et c'est aujourd'hui une nation, comme je le dis, qui a plus de têtes nucléaires que les États-Unis et surtout qui a Satan 2 qui peut faire mal, très très mal. Alors, si la Russie frappe ou décide de frapper une partie de l'Ukraine, certainement l'OTAN agira. Et si l'OTAN agit, la Russie va contre-attaquer. Et la guerre va se généraliser. Et ce ne sera donc plus une guerre qui va se limiter en Europe. Ce sera aux États-Unis, ce sera en Afrique, où il y a beaucoup d'autres intérêts qui vont se jouer là-bas. Où ces puissances, d'ailleurs, y sont. Puisque justement, Emmanuel Macron, parlant au niveau de la tribune des Nations Unies, a accusé la Russie d'impérialisme, d'installer de nouveau les colonies en Afrique. Ce qui signifie qu'il y a une guerre qui est en train de se préparer en Afrique, qui se joue déjà en Afrique. Une guerre froide qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts entre toutes ces grandes puissances en Afrique, cette Afrique qui est le terroir des matières premières, qui est le réservoir de l'humanité et que chaque grande puissance cherche à contrôler. Revenons donc, rien que sur les capacités de nuisance, de part et d'autre, on se rend donc compte que cette guerre a été fomentée, a été faite, a été programmée depuis de longues années. Et aujourd'hui, lorsque certains Occidentaux ou certains analystes parlent, ils accusent tout simplement Vladimir Poutine de vouloir détruire l'humanité ou alors d'être l'homme insensé. Et pourtant, la première bombe atomique a bel et bien été créée et lancée contre un peuple par les Occidentaux. Tout un chacun de nous se rappelle de ce qui s'est passé à Hiroshima. Nous sommes le 16 juillet 1945 et c'était au Japon. Tout un chacun d'entre nous sait que c'était là où la bombe A, inventée par les Américains qui avaient utilisé les chercheurs britanniques et italiens, avait décidé par le truchement du président Harry Truman de balancer cette bombe-là. Cette bombe qui avait agi sur un rayon de 15 km avait finalement fait au moins des dizaines de milliers de morts. Et d'ailleurs, cette zone est restée infernale, avec bien sûr les conséquences de ce qu'on peut appeler les éléments radioactifs, puisque l'épaisse couche de poussière qui s'est élevée a été autant nuisible pour les humains que pour les animaux. À cette époque, l'URSS de Staline, Joseph Staline, condamnait l'utilisation des armes atomiques. À cette époque, l'URSS était alliée des États-Unis. L'URSS était avec, bien sûr, le Royaume-Uni, puisque
lorsque cette bombe devait être larguée, eh bien, Joseph Staline n'était pas au courant. Juste Truman avait informé son collaborateur, qui était alors, à l'époque, Churchill. Et ce n'est que le 24 septembre que Staline fut informé. Et il avait dit que si cela va servir uniquement à nuire à nos ennemis japonais, tant mieux. Mais il avait marqué toutes ses réserves, de telle sorte qu'à partir de 1946, c'est le bloc de l'URSS qui avait demandé la non-prolifération et surtout l'arrêt de la bombe atomique. Mais au lieu de ça, les Américains qui ont commis l'un des crimes les plus affreux contre l'humanité, avec cette bombe-là, avec au moins 14 000, que dis-je, morts, eh bien, ils ont continué des recherches. Cette bombe-là valait à peine 15 000 tonnes, 13 000 tonnes, autant pour moi. Mais par la suite, ils se sont dit, il faut créer autre chose. C'est là ils ont donc commencé à faire des recherches sur la bombe H, la bombe hydrogène, qui pouvait aller, cette fois-ci, jusqu'à 150 000 tonnes. Et finalement, à force de revendiquer, à force de pleurnicher, eh bien, Joseph Staline avait dit, nous aussi, on va faire des recherches sur cette bombe-là. Et c'est comme ça que la Russie, 4 ans après, justement le 29 août 1949, va aussi lâcher sa première bombe au Kazakhstan. C'était un parti. Cet essai avait connu un succès et la Russie, au lieu de 2 millions, allait déjà à 6 millions de tonnes. Et progressivement, les Américains devenaient inquiets. Mais qu'est-ce que Truman disait à l'époque? On le sait ça, il est parano, ça ne va rien faire, notre politique est la meilleure. Et Truman à l'époque disait ceci, écoutez bien, je serai prêt à larguer une autre bombe atomique ou une bombe hydrogène sur n'importe quel pays si la sécurité des États-Unis ou la démocratie sont menacées. Voilà ce que le président américain disait. La France applaudissait, le Royaume-Uni applaudissait, tout le monde applaudissait. Aujourd'hui, exactement, Vladimir Poutine, lui aussi vient et dit exactement mot à mot la même chose. Qu'il est prêt à larguer, à utiliser l'arme nucléaire si jamais la sécurité de ses citoyens, de son pays, la souveraineté est menacée. Et bam, ce sont encore les Occidentaux qui se lèvent pour dire mais non, mais ce n'est pas possible, il n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de vouloir détruire la Terre. Oubliant que en 1952, c'est eux encore, les États-Unis, qui ont continué à faire encore des recherches sur d'autres bombes beaucoup plus puissantes. Et on a donc continué à aller vers la prolifération des armes nucléaires. Pendant ce temps, il faut quand même regarder que ce sont les États-Unis, la France ou encore le Royaume-Uni, tous ces pays qui ont signé le protocole pour la fin des armes nucléaires, ce sont ces pays-là qui ont continué à investir dans des armes nucléaires, dans des bombes nucléaires, et qui aujourd'hui font semblant d'être innocents ou d'être attaqués ou d'avoir affaire à un fou furieux qui pourtant, lorsqu'on essaie de regarder les rapports d'avec l'URSS
Et bien sûr, l'URSS de Staline, qui se vantait lui-même, se donnait des chiffres de généralissime, génialissime, parce qu'il revendiquait d'avoir été celui-là qui a vaincu peut-être Adolf Hitler. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ce qui s'est passé contre Staline se passe aujourd'hui avec Poutine. Hier, ils étaient avec Poutine et aujourd'hui, ils sont ennemis de Poutine. Et du coup, on se retrouve justement dans la même chose qui se passait pendant la guerre froide et qui a toujours eu à se passer et que la Russie, aujourd'hui, connaît bien utiliser. C'est-à-dire que l'équilibre de la terreur. Dans cet équilibre de la terreur, nous autres, on a peur. Parce que certains pays, comme la Suède ou ailleurs, ont conçu, ou même en Suisse, des blocs, ou alors, pas seulement des blocs, des souterrains, pour faire réfugier les populations en cas d'attaque nucléaire. Tel n'est pas le cas pour nous autres, peut-être en France, et pas seulement en France, mais d'autres pays qui sont vulnérables, y compris en Afrique. Parce que d'autres intérêts, comme je l'ai dit, se jouent là-bas. J'y reviendrai. Mais il faut savoir également que derrière cette guerre qui a été créée, c'est aussi un monde multipolaire qui est en train aujourd'hui de se créer. Parce que les États-Unis ont longtemps été presque la locomotive du monde dictant leur voix et pouvant faire n'importe quoi, n'importe où. Aujourd'hui, on accuse par exemple Vladimir Poutine d'aller envahir l'Ukraine. Et Macron parle d'un pays souverain, que ce n'est pas normal. Et pourtant, ce sont les États-Unis, avec la France, pour un pays souverain comme la Libye qui est plus grande que la France, qui sont partis bombarder. Et ils sont partis bombarder un pays souverain. Ce sont les mêmes États-Unis, dans une coalition qui est une association depuis de longue date, parce qu'il faut quand même se rappeler que, et oui, bien sûr, les États-Unis ont échappé au système de colonie grâce à la France de Louis XVI, plus Lafayette. Et du coup, bien sûr, les États-Unis ont aidé aussi la France, sauvé la France à 2 reprises. Et du coup, les deux se tiennent. Mais, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Irak, les États-Unis nous avaient dit que Saddam Hussein détenait des bombes atomiques. Les États-Unis avaient fait peur au monde entier. Ils sont partis bombarder l'Irak. Est-ce que l'Irak n'était pas un pays souverain? Y avait-il une seule arme, une seule bombe nucléaire? Que non. Mais ces États-Unis-là nous ont fait gober ça. Et personne n'a payé. Est-ce que les États-Unis se souviennent encore que pour un seul individu, soi-disant, Saddam Hussein, parce qu'on disait qu'il avait eu à aller bombarder les tours jumelles, sont partis attaquer un autre pays souverain, l'Afghanistan. Et cet Afghanistan-là, il faut se dire qu'ils ont largué des bombes et des bombes, des centaines par jour. Or, une seule bombe larguée par les Américains en Afghanistan coûtait 2 millions de dollars. Et imaginez ce que ça a pu faire en 20 ans où ils sont restés là où on a vu tout Kaboul détruit, 1,5 million de personnes mourant de faim, de soif, des enfants, des églises, et même la Croix-Rouge être bombardée par les soi-disant bombes intelligentes des États-Unis. A-t-on vu un seul officier américain traduit devant la CPI? Or,
en Afghanistan, non seulement 1 million de personnes à Kaboul, à Jalalabad, qui n'avaient plus rien à manger, dont les enfants, mais qui venaient s'ajouter à 6 millions de pauvres. Tout cela, les États-Unis nous avaient dit qu'ils étaient en train d'aller chercher Ben Laden sur des montagnes, et il y avait 8000 montagnes, où ils larguaient des bombes n'importe comment, et après ils ont dit que non. Ils cherchaient déjà le Mollah Omar. Alors pour le Mollah Omar, il fallait détruire tout un pays qui était pourtant souverain. Et là, personne ne parlait. Personne ne disait rien. Tout le monde applaudissait. Oui, on peut bien le dire, que Warren, dernièrement, quand on voit par exemple le laboratoire chimique de Bapol en Inde, qui a été bombardé, ça a créé combien de morts? 14 000 morts. Il est américain. Il était président de l'Union de culture. Mais est-ce que lui, il a été traduit au tribunal, à la Cour pénale internationale? Les États-Unis, qui à la fois nous disent qu'ils sont là pour incarner la démocratie, n'ont pas réussi à signer le traité de Rome pour la CPI. Ils traduisent les autres, mais eux ne peuvent pas être traduits. La Cour internationale de justice, ils n'y sont pas. Et quand on voit aussi d'autres domaines, on se rend compte que c'est la justice des plus forts. Et non seulement ce qu'on peut dire qu'ils sont les gendarmes du monde. Les gendarmes du monde, donc, quand on essaie de voir ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas une affaire seulement de Poutine. Puisque dans les années 90, toujours dans le bloc soviétique, contre le bloc soviétique, on voyait déjà les présidents américains combattre d'autres présidents. Je prendrai par exemple le cas Reagan. Ronald Reagan avait appelé l'URSS comme l'empire du mal. Et c'est Ronald Reagan qui avait inventé ce qu'on appelle la guerre des étoiles contre l'empire du mal. Et par la suite, il y a eu Bush, George Bush qui est arrivé. Dans le cabinet de Bush, tous ces ministres et tous ceux-là qui étaient les piliers des guerres étaient des héritiers de Reagan. Et il a continué dans la même politique. Cette politique qui voulait qu'on puisse de plus en plus s'armer pour aller détruire l'humanité, pour aller s'attaquer à plus faible et pour finalement imposer sa loi. C'est aujourd'hui donc un équilibre qui est devenu précaire parce que la Russie, elle aussi, progressivement, a réussi à copier ce que les États-Unis faisaient. Si les États-Unis avaient la CIA en 1947, la Russie, l'URSS est aussi parti créer le KGB en 1952 et les deux s'espionnent. Eh bien, par exemple, lorsque Satan II a eu à être envoyé comme essai, eh bien, les États-Unis avaient quand même envoyé 2 Boeing pour surveiller cela avec des capteurs. Et ils savent donc que cela, ce n'est pas un missile qui peut faire, ce qu'on peut dire, le terre-à-terre. Ça crée l'enfer. Et ces missiles, ce n'est pas seulement que, non seulement il y a ce qu'on appelle les armes nucléaires stratégiques et tactiques, parce que d'abord, il y a les tactiques qui peuvent avoir la courte portée, mais il y a d'autres qui sont maintenant à la courte portée, c'est-à-dire que 5700 km, mais les longues portées qu'on appelle les stratégiques, telles que Satan II, eh bien, peuvent atteindre n'importe quel pays et peuvent créer ce qu'on appelle l'enfer sur terre. Nous sommes donc en guerre. Chacun de nous doit être conscient que cela ne devrait pas le surprendre.
Parce que ça avait surpris d'autres. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Mais ceux qui vendent les armes, ceux qui les fabriquent, ils veulent bien ces guerres-là. Ils veulent bien que l'industrie de l'armement puisse continuer à fonctionner. On a bien vu Einstein, qui lui-même est mort en 1955, qui condamnait Albert Einstein. Il disait déjà que rappelez-vous avant tout que vous êtes des hommes et non des chairs de guerre. Mais personne n'a compris. On a continué à investir. Vous vous rendez compte qu'en 2001, les États-Unis quand même ont investi rien que pour des bombardiers. 3 000, vous vous rendez compte, 3 000 que Lockheed devait fabriquer pour un contrat jamais vu au monde. 300 milliards de dollars, rien que pour l'armement. C'était pour faire quoi? Pour tuer les animaux? Mais c'était pour tuer les humains. Et ces guerres, on ne peut donc pas tout simplement dire que c'est Vladimir Poutine, qui n'est pas lui également sain, mais qui est aussi d'ailleurs un produit des Américains, et qui ne va pas se laisser détruire, qui ne va pas s'enfuir, qui ne va pas accepter mourir la queue entre les jambes. Rien que pour son honneur, il peut déclencher et ce sera parti. Et ce sera la confusion totale. Chacun pourra sortir ce qu'il va sortir. Et alors peut-être l'humanité, comme d'ailleurs certains prophètes ou certains stratèges militaires avaient déjà annoncé qu'en novembre 2023, ce sera la totale. Nous n'y sommes plus trop loin, mais ce qui se passe aujourd'hui devrait déjà être pris très au sérieux, d'autant plus que les puissances qui sont là, comme on dit, 9 puissances nucléaires, ont aussi des soutiens, ont des métastases et ils ont des atomes crochus et des liens de diplomatie avec d'autres pays. Et parmi ces pays, il y a certainement un continent qui, lui, se comporte comme peut-être un singe au milieu d'une bagarre, des gorilles, à savoir l'Afrique. L'Afrique pourra-t-elle résister? Pourra-t-elle refuser de participer à cette guerre? Ne va-t-elle pas subir des conséquences? L'Afrique est-elle assez mûre pour pouvoir au moins faire face à cette guerre qui s'annonce et surtout aux conséquences aussi économiques? C'est la question qu'il faut se poser.